Salut tout le monde, aujourd'hui, présentation d'Envoyer.io, un service de déploiement. Donc, qu'est-ce qu'Envoyer.io? C'est un service de déploiement de code PHP. Vous ne pourrez pas déployer de Ruby, de C Sharp ou quoi que ce soit. Vous allez pouvoir déployer du PHP, Laravel, Lumen ou autre. Autre, ça va inclure Symfony, ça va inclure du PHP natif, peu importe. Mais c'est vraiment tourné en PHP. C'est un outil payant. Alors vous allez me dire, oh, j'ai pas de sous. Euh, le tarif le plus bas est de 10 dollars US par mois. En dollars canadiens, ça fait à peu près 16 dollars, je crois. Et ça vous permet de déployer, de gérer une dizaine de projets. Une dizaine de projets pour 10 dollars, ça fait quand même 1 dollar le projet. C'est pas énorme. Je trouve que leur offre n'est vraiment pas chère. Si vous allez sur une offre à 50 dollars, bon bah là vous avez des budgets, des projets illimités. Ça peut être aussi intéressant. Vous avez peut-être aussi du build plus rapide, etc. Mais franchement, pour commencer, 10 dollars, c'est largement suffisant. Compatible avec GitHub, avec GitLab et Bitbucket. Il n'y a pas de subversion ou autre. Donc, vous avez aussi la possibilité d'avoir du GitLab hébergé chez vous. Mais voilà, les trois fournisseurs majeurs de code sont ces trois marques-là, si on peut dire. Comment ça fonctionne? Donc, il faut voir Envoyer comme un outil qui est placé au milieu de votre architecture. D'un côté, vous allez avoir votre repository, donc GitHub, GitLab ou autre, et de l'autre, vous allez avoir votre serveur. Envoyer est situé au milieu, et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à votre repository en utilisant un token d'accès. Donc, sur GitLab, vous lui créez un access token, et une clé SSH qui va être générée quand on va créer le serveur dans Envoyer. Cette clé SSH sera à déposer sur votre serveur pour que les deux puissent communiquer. Donc dans l'idée, si je résume, on a Envoyer qui va aller chercher notre code et qui va aller le déposer sur notre serveur. Je vous ai passé la petite slide pour l'inscription parce que c'est juste un formulaire d'inscription bien classique. Notez que une fois que vous êtes inscrit, vous devez souscrire à un plan pour pouvoir accéder à l'ajout d'un projet. Mais une fois que vous avez fait tout ça, vous arrivez sur votre dashboard avec une vue, liste ou grille et la possibilité d'ajouter un projet. Vous avez aussi la liste des projets en haut. Mes projets sont floutés. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait une présentation PowerPoint parce que j'ai essayé de faire une vidéo, mais j'ai passé mon temps à flouter la vidéo, donc je me suis dit, bon, autant faire un PowerPoint, je vais flouter les images, ce sera plus facile pour moi. Donc, voilà, le dashboard, vraiment dashboard très simple, liste de vos projets, ajout d'un nouveau projet. Pour nous, dans notre façon de faire, on va ajouter un nouveau projet dans notre tutoriel. Donc, pour l'ajout d'un projet, c'est très simple. Vous avez juste un projet, un nom. Le nom, c'est votre nom à vous. Vous mettez Tata Yo-Yo si vous avez envie, peu importe. Le type de projet, donc comme je disais tout à l'heure, Laravel Lumen ou autre. Donc, à vous de choisir le type que vous souhaitez. Le source control, ça va être en rapport avec les fournisseurs de code que vous avez. Donc là, moi, je me suis connecté qu'avec GitHub. Si vous vous connectez avec GitHub, GitLab ou autre, vous verrez plusieurs providers et vous pourrez en choisir un dépendant du projet que vous voulez déployer. Le repository, donc si on prend l'exemple GitHub, on voit que dans le placeholder, c'est du user/repository, donc ça pourrait être tatayoyo / mon super projet. Donc là, vous mettez le nom de votre projet. Et la branche, pareil, le placeholder indique main, mettez le nom de la branche que vous voulez déployer en utilisant le service. En gros, l'idée, si vous avez par exemple plusieurs environnements, vous pouvez avoir plusieurs branches. Vous pouvez avoir une branche de staging, une branche main ou master qui serait votre branche de production. À ce moment-là, vous avez un autre projet envoyé qui, lui, va déployer directement en production, etc. Donc, à vous de vous organiser comme vous le souhaitez, mais c'est ici qu'on va déclarer la branche qu'on veut. À noter aussi que dans les configurations du projet, vous avez la possibilité d'indiquer que vous voulez que le projet soit déployé à chaque push dans cette branche-là.
En staging, typiquement, ça peut être intéressant pour pouvoir garder l'environnement à jour dès que vous avez un push, dès que vous avez un merge qui est fait, etc. Donc ça peut être intéressant à garder en tête. Une fois que votre projet est créé, on arrive sur le détail du projet. Donc là, j'ai pris un projet qui, pour moi, existe déjà. Donc c'est pour ça qu'on voit des déploiements. Généralement, les premiers déploiements tombent en échec parce qu'on a oublié une petite configuration. Donc c'est pour ça que le premier qu'on voit là, il est finished with errors, mais les autres sont passés correctement. Donc on arrive sur une petite grille avec d'un côté les déploiements qu'on a eu dans la semaine ou aujourd'hui, la durée du déploiement. Bon, ça peut être intéressant de savoir si on a eu une durée assez longue, notamment si vous avez des tests à faire ou autre. Why not? Ça peut être intéressant de le voir. Le health check, c'est une petite partie qui permet en fait on va indiquer une URL à envoyer en lui disant cette URL là, tu peux la pinguer et en la pingant, on a un retour normalement 200 et en fonction de ce retour, on sait si le projet est toujours accessible. Donc ça c'est intéressant de le faire. Moi je le fais pas forcément parce que j'ai pas des projets qui sont très ça va être des petits projets perso ou quoi que ce soit. Mais sur un projet à haute disponibilité, c'est intéressant d'avoir le S-check parce que si l'application n'est plus accessible, peu importe comment, bah à ce moment-là, on est au courant. C'est intéressant aussi de voir les déploiements. Il faut savoir que quand on va déployer quelque chose, si le déploiement ne se termine pas, arrive avec des erreurs, le switch n'aura pas lieu aussi en production ou en staging, peu importe, dans l'environnement souhaité. Donc, il faut se dire qu'on ne risque pas d'avoir des problèmes de migration ou quoi que ce soit. Le switch est fait que s'il n'y a eu aucune erreur. Parce qu'il faut garder en tête, en fait, que quand on configure un projet envoyé sur son environnement, sur son serveur, ce qui va se passer, c'est que envoyé va créer un dossier release sur le serveur dans l'arborescence des fichiers des dossiers. Et à l'intérieur, on va avoir chaque release avec un autre dossier current qui va faire référence à la release active. En gros, ce qui se passe, c'est que dans les étapes, on verra un petit peu après dans les hooks, mais grosso modo, ce qui se passe, c'est que envoyé va faire toutes les étapes requises et à la fin, il va activer une release, la dernière release qu'il vient de créer, tout en sachant qu'il en garde, je crois, de mémoire 4, 3 ou 4. Donc on peut faire aussi des rollbacks si on veut revenir à la release précédente. Une fois qu'on a créé son projet, l'idée est de créer un serveur. Donc là, on peut voir que moi, j'ai un serveur dans cet environnement, dans ce projet-là. Vous pourriez avoir plusieurs serveurs, il n'y a pas de problème avec ça. Moi, j'en ai qu'un. Donc là, en gros, une fois qu'il est créé, une fois qu'il est accessible, on voit que le connection status est présent et c'est lui qui indique que envoyé est capable de se connecter au serveur. Donc s'il est vert comme ça, c'est que ça fonctionne. Sinon, c'est rouge et il y a marqué fade. On peut actualiser d'ailleurs le petit statut en cliquant sur les petites flèches qui tournent sur elles-mêmes. Donc, on arrive ici sur la liste des serveurs. Donc, nous, dans l'idée, dans notre tuto, on va ajouter un serveur. Pour ajouter un serveur, qu'est-ce qui se passe? On lui donne son nom, ça c'est pareil. Moi, j'ai mis O2Switch parce que mon hébergeur s'appelle O2Switch. Mais dans l'idée, vous mettez n'importe quel nom de serveur, ça n'a pas d'impact. Ce qui a de l'impact, en revanche, c'est le hostname IP address, donc l'adresse IP et le nom de l'hôte. Ça, vous l'avez dans les configurations de votre serveur. Le port accessible, 22 ou autre, dépendant de votre hébergeur, encore une fois. Le connect as, c'est l'identifiant de connexion dont vous allez vous servir pour vous connecter en FTP, pour vous connecter en SSH ou peu importe. Vous pouvez en créer un nouveau, ça c'est à vous de voir, pareil, mais si vous en créez un nouveau, si vous n'utilisez pas celui qui est généré par votre hébergeur, il faudra l'indiquer ici. À noter qu'on n'utilise pas un utilisateur forcément root, parce qu'on ne veut pas qu'il ait accès à tout. La version de PHP, il ne s'agit pas de la version de PHP dans laquelle on veut déployer, etc. Mais en fait, d'une manière, si. C'est-à-dire que c'est la
la version de PHP qui est installée sur le serveur. Donc là, ne vous trompez pas, parce que si vous vous trompez et qu'il y a des dépendances qui ont besoin d'une certaine version, ça va planter. Euh, donc ensuite, là, en gros, bah, vous voyez ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc, il vous l'explique en dessous. Il dit que on va avoir une création d'un dossier release et un lien symbolique vers le current pour l'activation de la nouvelle release. Donc ça veut dire que quand vous allez créer votre sous-domaine ou votre domaine qui doit pointer vers ce dossier public, gardez en tête l'arborescence du projet. Parce que du coup, vous allez devoir faire une target, une cible. Vous allez devoir cibler vers le dossier current, vers le dossier public. Voilà. Donc, faut indiquer, en gros, sous ce petit paragraphe là, ici, vous allez indiquer le dossier du sous-domaine, en n'oubliant pas le /current/public. Non, pardon. Comme il le fait tout seul, vous indiquez juste la racine du dossier. Donc, si vous avez un projet qui s'appelle tatayoyo.com, vous allez créer home/forge/tatayoyo.com. Vous pouvez cocher le FPM si vous en avez besoin ou pas. Une fois que vous avez créé votre serveur, on vous affiche une seule fois le pop-up. Non, pardon, pas une seule fois, c'est les variables d'environnement et le mot de passe qui s'afficheront qu'une seule fois. Mais ça, vous pouvez le réafficher plusieurs fois. Donc, on vous affiche la clé SSH dont on a besoin pour se connecter, enfin, dont envoyer a besoin pour se connecter à votre serveur. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez normalement un dossier SSH dans votre serveur, un point SSH avec un fichier authorized keys, et dedans, vous devez copier-coller tel quel, en prenant tout, sans modifier quoi que ce soit, ne pas faire de saut de ligne ou quoi que ce soit. Vous prenez ça, vous allez le copier-coller dans ce fichier-là, et une fois que ça c'est fait, vous revenez sur la liste des serveurs, vous cliquez sur les petites flèches, et normalement, ça devrait passer en vert. Si ça ne passe pas en vert, vérifier les configurations, ça peut venir de votre port, de votre adresse IP, ou du nom d'utilisateur, ou alors vous n'avez pas mis la clé SSH au bon endroit. Une fois que la partie serveur est faite, si on revient juste en arrière, vous voyez que là, il y a Manage Environment, donc gérer les variables d'environnement. La première fois, on va vous demander de créer une clé, un mot de passe. Sachez que si vous oubliez le mot de passe, ils vont supprimer le contenu quand vous allez vouloir faire un forgot your keys. Donc stockez-le. Moi, j'utilise KeePass par exemple en local, une petite base de données locale pour pouvoir gérer mes mots de passe, et du coup c'est ça, je la rentre à chaque fois et ça m'évite de l'oublier. Puis en plus, c'est un mot de passe un peu plus complexe, donc ça permet de facilement utiliser ce genre de choses là. Donc une fois que vous avez votre mot de passe, etc., vous le saisissez, et là vous avez juste à copier-coller votre fichier d'environnement, de variable d'environnement. Donc ça veut dire que il n'y a pas d'autres fichiers qui sont déposés sur le serveur, etc. C'est lui qui va le gérer. Changer les valeurs. Hein. Moi, par exemple, AppEnv, bah là, je suis plus en local, donc je l'ai mis en production. Le AppKey, c'est une clé de cryptage de chiffrement, pardon, pour mes mots de passe, etc. Donc ça, vous pouvez aussi les générer avec les hooks et tout le tralala. Mais bon, dans l'idée, vous pouvez le faire en local et copier-coller la clé dans ce fichier-là. Vous indiquez, bref, toutes les variables d'environnement qui sont nécessaires suivant les environnements dans lesquels vous déployez votre application. N'oubliez pas, en revanche, de cocher le serveur avec lequel vous voulez synchroniser cette variable d'environnement. Parce que si vous l'oubliez, quand vous allez déployer votre projet, votre projet n'aura pas les variables d'environnement, donc concrètement, ça va planter. Vous verrez une erreur 500 si vous utilisez Laravel, vous verrez une erreur 500 en allant sur le projet en lui-même.
Une fois que la configuration du serveur est faite, on a la partie deployment hooks. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Ce sont les étapes de déploiement de envoyer. Vous voyez que la première étape sera de cloner la nouvelle release. Après, on va installer les composeurs, les dépendances de composeurs. Donc, on va faire un composer install. Celui-ci, là, le storage link, là, il est juste en plus. Je vais revenir après. Ensuite, après avoir installé les dépendances, on va activer la nouvelle release. Donc, c'est là qu'il y a le switch qui va être fait sur le lien symbolique vers current. Et ensuite, on purge les vieilles releases. Donc, comme il y a une limite de release, on supprime celles qui ne rentrent plus dans le scope. Et donc, on peut rajouter des hooks là-dedans. Quand on utilise quand on utilise Laravel, on a certaines actions à faire. On peut faire des migrations. Donc là, moi, j'aurai un nouveau hook pour les migrations. Donc en gros, c'est du code où on va mettre PHP artisan migrate. Comme ça, il va jouer la migration. Là, dans mon cas, moi, j'ai mis un storage link qui va créer un lien symbolique vers le dossier de public pour les fichiers qui sont uploadés, etc. On pourrait avoir tout un tas d'actions par exemple, dans une application Inertia, on a besoin de faire un npm install, on a besoin de faire ce genre un npm run build aussi pour pouvoir relancer, mettre à jour son JavaScript, etc. Donc c'est plein de petites actions qu'on va faire les unes après les autres. Dans l'idée, comme je le dis ici, elles sont exécutées dans l'ordre. Donc faites attention dans l'ordre dans lequel vous les insérez. Par exemple, si sur un environnement de staging, vous voulez mettre un seeder à chaque fois parce que vous voulez réinitialiser la base de données, pourquoi pas, mais il faut faire les migrations avant d'insérer les nouvelles données. Pareillement, dans l'idée, une action est égale à un seul hook. Pourquoi? Parce que si votre hook plante, dans la liste des étapes, vous allez savoir pourquoi et où, en fait. Où est-ce qu'il a planté et pourquoi il a planté sur cette action-là. Si vous faites un seul hook et que vous mettez tous vos scripts à la suite, je trouve ça moins maintenable et moins correct de le faire tel quel. On vous permet d'en ajouter plusieurs. N'hésitez pas à abuser de cette fonctionnalité. Vous voyez aussi que vous avez Copy Hooks. Copy Hooks vous permet d'importer des hooks existants d'autres projets. Ça vous évite de les réécrire à la main, tout en sachant que vous devrez quand même donner des précisions, des spécifications, notamment sur l'utilisateur qui est utilisé pour jouer ce hook-là. Si vous utilisez plusieurs serveurs, ne vous trompez pas d'utilisateur. Une fois que tout ça est fait, on a juste à cliquer sur le bouton de déploiement qui est sur la vue du projet. Donc, on avait vu tout à l'heure, si je reviens en arrière, qu'on voit ici. On a juste à appuyer là-dessus pour le premier déploiement. Et si tout va bien, on arrive sur notre page déployée comme il se doit. Donc, voilà, c'était quand même relativement court comme explication. J'aurais aimé vous montrer un peu plus de code, etc. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin dans des explications ou si vous avez des difficultés à utiliser, envoyer, à vous connecter en SSH ou peu importe. Je suis aussi là pour vous aider. D'ailleurs, je le dis comme ça, mais je vais peut-être essayer de voir pour créer un Discord associé à la chaîne pour qu'on puisse avoir un petit peu de support avec tout ça. Mais dans l'idée, si vous avez suivi toutes les étapes et si elles sont correctement décrites, vous devriez arriver sur une page avec votre projet. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce petit tutoriel vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.